lost in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, I'd leave it all. Avant de vous présenter nos projets Fairtrade en Mongolie, on voulait vous parler en quelques mots de la situation actuelle. It may be hard for you to stop and believe, but for you. Que dire de l'artisanat mongol? L'artisanat mongol, il est d'abord divers. Il y a notamment l'artisanat du cachemire, très connu, l'artisanat du feutre, l'artisanat du cuir et l'artisanat kazakh, une minorité située dans l'extrême ouest de la Mongolie, dans la région de l'I. On compte trois principaux problèmes en Mongolie. Le premier, il est global, ce sont des inégalités sociales et économiques de plus en plus importantes. Ensuite, c'est le manque de visibilité internationale de l'artisanat mongol. Et enfin, c'est la perte des talents au fur et à mesure du temps. Pour répondre à ces problèmes, il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut garantir des couvertures sociales aux artisans, perdre des transmissions de savoir-faire grâce à des unités d'apprentissage, privilégier des filières courtes avec le moins d'intermédiaires possible, encourager l'export via des labellisations et via aussi des investissements étrangers, et enfin, améliorer la prise en charge des animaux. Là, on va rendre visite à Irène Manley, qui est la directrice de Marie et Martin Mongolia. Donc on va faire une interview avec elle et on est assez excités parce que c'est notre premier aperçu du commerce équitable en Mongolie. Donc allons-y. Notre premier partenaire s'appelle Marie & Martin Mongolia. Alors c'est un magasin qui vend des produits de commerce équitable en Mongolie, qui a été fondé en 2007, qui travaille avec 4 entreprises familiales, 5 coopératives, en tout 150 artisans mongols. Et leurs principaux objectifs, c'est de créer des emplois, c'est de supporter l'artisanat mongol, et c'est aussi de permettre aux artisans mongols d'avoir une avance sur salaire de 50%. The organisation started in 2007 with a couple of aims. First one was generate sustainable income for Mongolian artisans. The idea is that people should have food on the table and choices in their lives. And the hope is to move people from living really on the edge to just slightly back from that edge. We don't expect anyone's going to get rich, but we do expect that life is not going to be such a struggle. I think the main thing is the bottom line, lifting people out of poverty through sustainable business is really the bottom line. Okay. That's really what it's about. And I think one of the challenges people have, and probably one of the ways we do that would be on giving people deposits so that they can actually live and make things. Because if you're on the edge and you're living with day wages and just what you can manage, you can't generate enough capital cash flow to do anything. So being able to help people make products and sell them and keep them going is really a main thing. Capacity building, trying to train people, give people quite a lot one-on-one on how to run a business themselves. Okay. So people are very mixed up as to what is the tax system, why do you pay taxes. So we work with people on basic business, things like you must keep your receipts because you have to use that to keep your tax down. And when you're costing things, you must, when you work at a price, you don't just pick a number, but you actually work out how much of the raw materials cost me, how many phone calls did I make, how many trips to the market did I do. So you're working with numbers that have some reality, and also training or working on how can you make your products either more attractive for the market or how can you make them more efficiently.
My aim is to actually the artisans will get a fair price for what they do. They will feel comfortable, they will feel they've made enough money. At the same time, I want to give the customers as low a price as I can, so they feel comfortable. I think it's going to be a long time before fair trade is more established in Mongolia, because the Mongolian idea is quick trading. Mongolians are used to the idea you go to China or Russia, you buy a bag of goods, you come into the country, you sell it fast, you go out and you buy more. It's going to take a generation to change that mindset. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. We've sort of gone hand in hand. Before we just started our business and not so professionally. Devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Write everything, Yeah. control everything. Yeah. Yeah, because we work with a big contract at the start of the year. It takes us ages to write. De mes journées, de mes nuits, à la faveur de Also teaching our workers in embroideries how to work together. un peu comme mon frangin, la vieille mélodie, à la faveur de peinture. So what we do is we will work with Asamura most of the winter. Yeah. And so that's the time when selling is very low, but you've got capacity to make. Yeah. And one of the ways we've been working is we will give 50% deposits when we place an order. The Canadian Martha really different from Mongolian company. Welcome the fair trotters to Mongolia and the Mary and Martha Mongolian shop. Thank you for visiting us. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, always in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. D'abord, il faut s'intéresser au constat agricole en Mongolie. En Mongolie, le secteur agricole a une place de premier ordre, notamment avec l'élevage. Mais le fait est que la Mongolie ne peut pas subvenir à ses besoins. Il y a d'abord un vrai déficit de la balance commerciale, et quand on regarde, la production agricole est en chute libre depuis 1990. Par conséquent, il faut comprendre quels sont les problèmes structurels de l'agriculture mongole, quelles sont les solutions, et enfin quel rôle peut jouer le commerce équitable. La Mongolie, ce sont des forces immenses, des forces complètement inexploitées. Quand on prend l'exemple de l'élevage, c'est un secteur clé de l'économie, avec 80% de la production agricole, et pourtant c'est un potentiel largement inexploité. On le voit avec divers exemples, l'exemple de la viande et du lait, l'exemple du cachemire, et enfin l'exemple du maraîchage et des cultures céréalières. Pour trouver les bonnes solutions, il faut comprendre les problèmes structurels de l'agriculture mongole. Le premier problème, ce sont les séquelles de 1990. En effet, il y a eu une collectivisation forcée des terres et des troupeaux sous le régime communiste. Et la chute du régime soviétique en 1990 va aboutir à une crise économique sans précédent. Ça va se traduire par un démantèlement brutal des fermes d'État et l'arrêt des aides financières soviétiques.
Ça va aboutir à un exode rural et à une arrivée massive dans les banlieues d'Oulan-Bator des éleveurs. Le second principal problème, c'est le changement climatique. Le meilleur exemple, c'est la crise alimentaire de 2000 à 2002, avec 7 hivers et étés de sécheresse. En fait, le principal problème climatique en Mongolie, c'est l'augmentation des tempêtes de sable, qui détruisent les plantes pérennes, qui laissent le sol à nu une bonne partie de l'année, ce qui augmente les tempêtes de sable. Donc c'est un cercle vicieux. Pour répondre à ces problèmes, il y a 3 solutions. La première, c'est une solution gouvernementale. Le principal objectif du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est l'accroissement de la production et le renforcement du développement rural. Ensuite, la deuxième solution vient des bailleurs de fonds, comme la BERD, comme la Banque mondiale et comme les banques locales qui doivent faciliter le recours au crédit pour les PME dans le domaine agricole et alimentaire. Et enfin, la troisième solution, c'est le renforcement de la résilience des agriculteurs au changement climatique. Notre deuxième partenaire, c'est Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Ils ont 3 projets différents en Mongolie. Et les principaux objectifs de l'ONG, c'est d'abord de faire prendre conscience aux éleveurs de leurs responsabilités environnementales, ensuite d'augmenter la résilience des éleveurs confrontés aux risques climatiques, de permettre aussi aux éleveurs d'augmenter leurs profits économiques, et puis enfin de développer les supply chains pour la vente des produits sur les marchés. La mission de la VSF, c'est donc d'aider les fermiers, les éleveurs, les paysans qui ont des exploitations de petite taille à vivre dignement de leurs revenus. Et donc essayer de renforcer la représentativité des éleveurs auprès d'institutions politiques par la constitution de fédérations d'éleveurs. D'accord. Donc dans le centre de la Mongolie, donc en Arkhangay et à Bayan-Kongor, qui sont deux provinces. Oui. Et progressivement, donc sur un certain nombre de conditions qui font que les éleveurs peuvent vivre dignement de leurs revenus, donc à savoir la productivité des élevages, donc sur des thématiques comme donc, la santé animale, ça on en a parlé, l'amélioration génétique du cheptel, la nutrition animale, également sur la gestion des ressources naturelles, et en particulier des pâturages, parce qu'il y a un gros problème de surpâturage en Mongolie, trop de têtes de bétail, en fait, pour faire court. Et sur l'accès au marché, c'est-à-dire la capacité des éleveurs à vendre leurs produits à un prix juste. En fait, ce qui rejoint votre thématique du commerce digital. C'est une thématique émergente, puisque il y a des acteurs qui s'y intéressent, il y a des gens qui s'en revendiquent aussi, mais pas réellement aujourd'hui de filière qui ait été jusqu'à la certification. Donc il y a des filières comme celle qu'on appuie donc en Arkhangay, une filière du Védiac, donc on travaille avec des coopératives d'éleveurs qui se revendiquent d'une philosophie équitable dans le sens où elles essaient de vendre leurs produits à un prix plus juste et à redistribuer une partie significative de leurs profits aux membres de la coopérative. Sans pour autant pour l'instant avoir été jusqu'à la certification, puisque ces démarches de certification elles sont très contraignantes et pour des petites organisations de producteurs c'est compliqué pour l'instant à obtenir. Comment influencer la gestion des ressources naturelles par les éleveurs à travers un mécanisme d'incentive, de compensation via des coopératives qui vendent le cachemire des éleveurs à un prix plus élevé parce qu'il est durable en fait. Notre troisième partenaire est une coopérative d'éleveurs de yak supportée par la VSF, dont les objectifs sont multiples. D'abord, il s'agit d'exporter de la laine de bébé yak vers l'Europe. Ensuite, il s'agit de maintenir la tradition du filage de la laine par des femmes souvent en difficulté. Ensuite, d'encourager le suivi sanitaire des animaux. Il s'agit aussi de donner une opportunité à ces éleveurs de revenus en hiver. Et enfin, il s'agit de leur apprendre à gérer leurs ressources en eau. La procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les vol queens. Il est la première coopérative équitable qui redistribue les bénéfices des restos à ses membres à la fin de chaque année. On a redistribué à peu près 42 000 euros. L'opportunité d'emploi auprès des femmes qui n'ont pas de travail, qui sont éleveuses, tout ça, grâce à l'activité de pelote et de tricot.
de cette coopérative, les éleveurs de yaks, ils ne savaient pas comment peiner les yaks. L'équipe d'AVSF a commencé à organiser les formations de peinage. Le commerce équitable répond aux problématiques propres de la Mongolie, puisqu'il joue un rôle très important, que ce soit pour le développement durable, pour le respect de la dignité humaine et pour l'internationalisation des produits, mais aussi en tant qu'outil de formation et outil marketing, et enfin comme maintien du savoir-faire social. Bye, Bye,